Mesdames, Messieurs, bonsoir, amis téléspectateurs. Bienvenue sur votre télévision nationale, la télévision nationale du Mali. Et bienvenue surtout à ce nouveau numéro de Itinéraire. Itinéraire, c'est une émission à laquelle vous êtes déjà habitués. Et Itinéraire est un produit de la coproduction entre l'ORTM et l'ANPE. Une fois n'est pas coutume, nous recevons une dame dans la grande lignée de ce qu'on peut appeler les femmes battantes du Mali. Une femme qui pense que la chance est possible et si, surtout, on la cherche. Une femme aussi qui pense que la réussite est possible si on s'y met et qui sait que l'égalité des chances passe par l'esprit du partage des chances. Notre invitée s'appelle Madame Traoré, Oumou Traoré. Elle est secrétaire de direction de formation et aujourd'hui, elle est à la tête d'une agence de communication d'événementiel qui est appelée Technapro Service, mais aussi des restaurants de la place qui s'appelle La Vieille Marmite. Dans ce numéro d'itinéraire de ce soir, nous allons voir à la loupe l'itinéraire de Madame Traoré, Oumou Traoré, qui a tout tenté, qui a saisi, mais aussi qui a dessaisi des opportunités et qui a offert aussi des opportunités d'emploi à plusieurs personnes. Madame Traoré, Oumou Traoré, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Alassane Suleiman. Merci d'avoir accepté d'être notre invité, en tout cas pour ce numéro d'itinéraire. Ma première question, puisque vous êtes dans la restauration, c'est de vous demander, est-ce qu'au Mali, on mange bien? Merci, Monsieur Alassane Suleiman. Merci à tout l'auditoire. Donc, là, à cette question, je dirais qu'au Mali, on mange très bien. C'est un pays très riche en mets, donc on y mange très bien. Et il y a encore beaucoup à découvrir. Est-ce qu'on mange ce qu'on veut? Si on veut, on peut manger ce qu'on veut. En tout cas, vous aurez l'occasion de nous en parler tout le long de cette émission et surtout de nous parler du nom de ce restaurant-là, La Vieille Marmite. On aura l'occasion surtout de savoir pourquoi à ce nom. Mais avant d'aller très profondément dans cette émission, dans ce débat, nous allons vous inviter à suivre le parcours de Madame Traoré, Oumou Traoré, notre invitée, son portrait dans cette émission. Mariée et mère de 3 enfants, Madame Traoré, Oumou Traoré, fait aujourd'hui partie du cercle des femmes battantes du Mali. Elle a fait ses études primaires et secondaires à Bougouni avant d'arriver à Bamako pour se spécialiser en assistance de direction à l'EHEP. C'était en 1990. La promotrice du restaurant Vieille Marmite a vite choisi l'auto-emploi au détriment de l'administration publique et privée ainsi qu'aux organismes internationaux. Pour elle, c'est une alternative crédible au chômage. C'est pourquoi en 2003, elle créa sa propre entreprise Technapro Service, une entreprise spécialisée à assurer le secrétariat des conférences et la restauration. Nous sommes présentement au bureau de Technapro Service. Technapro Service, en définition, c'est technique d'appui administratif professionnel. Je suis secrétaire de direction de formation. Donc, à la fin de mon dernier contrat en 2003 avec l'ACDI, donc je me suis installée dans ça pour appuyer les structures dans l'organisation d'événements et en appui pour un volet de la communication. Je fournissais des services d'hôtesse, des services de secrétaire lors des événements, des conférences et on organise l'appui logistique au quotidien. Le bureau est ouvert comme secrétariat public ouvert parce que c'est une zone en expansion, ouvert à des jeunes entreprises qui évitent d'avoir des charges de ressources secrétaires sur place au niveau de leur structure. C'est dans ce cadre que j'ai eu à tenir le premier sommet, grand sommet qui s'est tenu ici, qui a regroupé les chefs d'Africains dans le cadre du SINSAD. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que j'ai reçu une lettre de félicitations. Le nombre d'employés fixe
permanents à Technapro, c'est au nombre de 2, plus moi-même. Donc ça fait 3 ressources. Donc, mais depuis 2007, moi j'ai transféré au restaurant. Je suis gérante du restaurant depuis 2007. Mais lors des événements au cas par cas, on travaille avec des temporaires. Quand on a un événement tout de suite, pendant 2 jours, 3 jours, on peut utiliser beaucoup plus de ressources. Mais ça, c'est à la carte, quoi, au cas par cas. L'enfant de Bani Monoche voit plus loin. C'est ainsi qu'en 2008, elle a ouvert à la zone ACI des Milles d'Amdalaï un restaurant flambant neuf, un moyen de contribuer à la création d'emplois. La vieille marmite a commencé exactement le 17 juillet 2008. Donc on a commencé de façon très timide parce que dès le départ, on a commencé avec le système self-service. Donc le libre service, ça fait gagner du temps aux travailleurs de la zone, aux partenaires techniques et financiers de la zone, aux cadres de la zone, donc qui quittaient ici et pour aller jusque dans les rayons de la route de Koulikoro pour chercher à manger. Et maintenant, ils viennent, ils peuvent gérer leur temps. Quand on décide de venir à la vieille marmite manger en 30 minutes, on peut manger en 30 minutes et sortir. Tous les jours de la semaine, on trouve au moins 2 plats typiquement maliens, à travers lesquels les Maliens se retrouvent et les touristes découvrent. Donc les gens trouvent vraiment l'idée, et à longueur de journée, vraiment, les clients qui viennent ici, ils me félicitent. Avec la restauration, nous sommes à 21 emplois créés. Donc avec 11 fixes et 10 temporaires. Dont moi-même, parce que je suis salariée aussi là-bas. La promotrice du restaurant Vieille Marmite ambitionne-t-elle d'aller plus loin? Voilà, Madame Traoré Oumou Traoré, l'invitée de ce numéro d'itinéraire qui entend aller très loin. C'est bien évidemment cette enfance à Bougouni, qu'on peut dire de modeste. Hein. Comment ça s'est passé à Bougouni? Surtout que votre grand-mère est très impliquée dans cette enfance, dans cette éducation, puisque c'est elle qui vous a élevé. Je suis née à Bougouni, au fait. Née à Bougouni, élevée à Bougouni. Donc c'est après le bac que j'ai quitté Bougouni. J'ai fait mes études primaires et toute mon enfance auprès de ma grand-mère. Donc après mes études primaires, donc après l'EDF, j'ai été orientée au lycée de Bougouni et cela a commencé avec la régionalisation. Donc les régionaux qui étaient à Bamako nous ont rejoints, donc eux, ils étaient en 11e. Et la 10e, le lycée de Bougouni, la promotion a commencé au fait avec nous. Donc j'ai fait mon bac au lycée de Bougouni. C'est après le bac que je suis venue à Bamako. Quel peut être l'impact de l'éducation d'une grand-mère? Aujourd'hui, vous avez eu cette chance-là. Peut-être pour certaines personnes, c'est aussi une malchance. Mais vous nous dites que c'est une chance. Vous avez été élevé par votre grand-mère, choyée. Ça donne quoi comme impact sur votre parcours? J'avoue que c'est une autre école. Une école très importante. Et j'envie vraiment, et je plains plutôt les personnes qui n'ont pas eu cette chance d'être à l'école de leurs grands-parents. Parce que c'est une école différente de l'école à laquelle on part pour apprendre à écrire, à lire et à écrire. Donc j'ai eu personnellement un encadrement spécial de ma grand-mère. Je dois ma vie au bon Dieu et ce qu'on appelle en Bambara Sababou à mes 2 parents. Mais si on me demande aujourd'hui, et c'est à ma grand-mère que je dois ma vie. Je dois tout à cette vieille. Parce qu'une personne qui t'encadre, qui t'apprend à comprendre, à positiver tout dans la vie, à ramener tout au travail et à te mettre dans cette philosophie de travail, sans même, avant même que moi je ne comprenne ce que cela veut dire, ça c'est très important. Aujourd'hui, c'est regrettable qu'elle ne soit pas là. Moi, la petite Oumou de Bougouni, vous m'excusez de façon humble que vous voyez, j'ai connu les travaux champêtres avec ma grand-mère. Je partais au champ. Donc, j'ai connu 2 choses auprès de ma grand-mère pour lesquelles aujourd'hui, vraiment, c'était sa façon ce jour-là de me mettre dans une philosophie du travail et me faire comprendre qu'il n'y a que le travail qui libère l'homme. Mais j'étais très jeune pour comprendre cela. Comment ça se fait pour une grand-mère qui n'est pas allée à l'école d'assister une jeune fille en devenir qui grandit et qui
qui est appelée à faire l'école française? Elle m'a modelé, elle le disait aux gens. Elle dit sa fierté, c'est moi, parce que cela peut se comprendre parce que ma mère est fille unique biologiquement. Je dis bien entre griffes biologiquement. Sinon, elle ne s'est jamais sentie seule parce qu'elle est d'une maman magnifique qui s'est occupée, qui a su s'occuper de tous les enfants qui ne sont pas d'elle biologiquement et tous les ressortissants du Nord qui ont eu à faire un séjour à Bougouni. Donc s'il y en a dans la salle, quelqu'un pourrait en témoigner. Okay. Elle est bien. Elle est la meilleure des grand-mères pour moi. Alors, donc, très bien. Donc, elle vous a assisté, de même que les autres membres de la famille, pour faire l'école. Le premier cycle, ça s'est bien passé? Au premier cycle, ça s'est très bien passé. Bon, je n'ai jamais été première de la classe, mais j'étais quand même parmi les excellents. Parce que j'étais genre fille, enfant gâtée. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Et elle, sa façon de me motiver était de m'offrir tout ce dont je pouvais avoir besoin. Et je n'ai jamais envié à mes autres camarades dans l'enfance quoi que ce soit. Et bien évidemment, c'est sous sa coupe que vous avez fait vos premiers examens, le CEP, le DF. Si. Tout s'est bien passé avec l'assistance d'un de mes tontons qui était enseignant, et M. Drissa Traoré, qui était enseignant, il était là. Lui, il m'a assisté, il m'a suivi auprès d'elle. Les années lycée, c'était le lycée de Bougouni qui venait d'être créé. Oui. C'était aussi l'adolescence, un peu, les années folie. Hein. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé pendant la période de mes études secondaires au lycée, c'est le sport. J'ai été très sportive. Donc, j'ai commencé cela au second cycle. Et je faisais toutes les disciplines. J'étais polyvalente, mais après, je me suis spécialisée en basketball. Donc, j'étais dans les équipes de basket et handball. Et lors des semaines régionales, j'ai été sélectionnée pour ce cadre-là 2 fois. Et c'est de cette façon que j'ai été sélectionnée par le Tata de Sikasso pour la biennale de Mopti, en 84, je crois. La biennale sportive de Mopti. Et j'ai été sélectionnée aussi pour la biennale sportive de Sikasso. Donc ça, c'était dans le cadre du basket. J'ai été très sportive. Et j'étais en 11e quand on partait à Sikasso, parce qu'on nous a transférés au lycée de Sikasso. On était au lycée en même temps, on faisait les entraînements pour les préparatifs pour la biennale. Bon, et après, c'est du lycée que je suis venue à l'HEP ici. Ça perturbe de faire le sport. C'est quand même recommandé aujourd'hui dans la formation universitaire, le sport. Est-ce que à l'époque, ça perturbait de faire sport et puis en même temps d'étudier? C'est quand même un sacrifice quelque part. Bon, même cela, je ne considère pas comme sacrifice. Ça ne perturbe pas, ça complète plutôt la vie scolaire. Parce que ce que j'ai retenu dans l'équipe, quand une équipe est en place, l'équipe travaille sportivement pour un résultat. On y va pour gagner. Donc ça développe déjà l'esprit de combativité. En milieu sportif, et imagine une personne se battre pour arracher à l'autre le ballon de basket avec les dribbles, on cherche à passer, mais il faut une volonté. Il faut une volonté par rapport à un objectif, un résultat à atteindre qui est là. Ça donne le goût de la performance. Ça donne le goût, voilà, ça complète les études, ça ne perturbe pas du tout. C'est pendant cette période que l'on essaie un peu de trouver une orientation à sa vie. Qu'est-ce qu'on va devenir, quelle spécialisation il faut faire. Et déjà, le lycée, vous faisiez quoi comme spécialité? Au lycée, j'ai fait la 10e lettre. Et après, la série Sciences humaines a commencé avec nous. Donc, Sciences humaines, et effectivement, à ce moment, il nous arrive de penser souvent qu'est-ce qu'on va devenir dans la vie. Et j'avais toujours eu des penchants pour être journaliste. Soit journaliste ou bien travailler un jour dans le système international. Parce que c'est ce qui a fait d'ailleurs que j'étais beaucoup plus intéressée par les cours d'histoire et géo à partir de la 11e par rapport aux cours sur les relations internationales. Donc j'ai toujours rêvé un jour de travailler soit dans le système des Nations Unies ou bien être journaliste. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs après mon bac, j'ai eu à suivre un encadrement donc, pour préparer le concours du CSI. Mais en dessous, je n'avais jamais compris que ma grand-mère ne voulait jamais que je m'éloigne. Elle ne voulait pas que je parte à l'extérieur. Et sur ça encore, donc avec l'expérience de vieilles personnes, en complicité avec ma mère, elles ont pu mettre le pied sur ça. C'est la raison qui a fait que je ne suis pas allée à l'extérieur à l'époque. Donc vous auriez pu être ma consoeur aujourd'hui. Ah oui.
Vous le regrettez? J'ai été encadrée par paix à son âme, Dieudonné Sow. Pendant 2 mois, j'ai été encadrée par Dieudonné Sow. Donc, pour préparer le concours du CC à Dakar, qui est une école sous-régionale de journalisme. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui cela, de n'avoir pas pu glisser vers cela? Oh, pas du tout, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que la vie, c'est une question de schéma. Avec la volonté, la reconversion est possible à tout moment. Quand on a la volonté, on peut aller dans le sens qu'on veut. Donc, ok. Donc vous passez au bac et vous partez dans l'enseignement supérieur à l'EHP. Ouais. Pourquoi? Pourquoi l'EHP? Bon, en fait, l'EHP, ça n'a pas été directement mon choix. L'EHP qui était à l'époque l'école des hautes études pratiques. Voilà. C'était des Français qui étaient là. Ce n'était pas mon choix. D'ailleurs, je ne connaissais pas. Moi, j'étais à Bougouni. Donc, j'ai été orientée à l'ENA en sciences juridiques. Donc, ça, c'était pour devenir juriste. J'ai fait 3 mois là-bas, mais je vous explique un peu comment cela est arrivé. Donc, comme mes tontons me suivaient de près à côté de ma grand-mère, je suis venue trouver que mon oncle a fait une demande de réorientation. Et quand je suis venue, il m'a appelé, il m'a fait asseoir. Voilà, je t'explique. Tu vas aller à l'EHP. J'ai fait ta demande déjà et le traitement du dossier est en cours. Voilà, je t'explique pourquoi. À l'ENA, si tu y restes, tu ne sortiras qu'un simple juriste. Les juristes, il y en a plein. Et ils chôment. À l'EHP, les organismes, les structures, les sociétés privées attendent les ressources. Parce que c'est les ressources consommables tout de suite par rapport aux besoins de l'emploi. Donc voilà la raison qui a fait que j'ai demandé ta réorientation, mais dès que cela va sortir, tu vas revenir à l'EHP. C'est comme ça que moi j'ai découvert l'EHP. Vous n'avez pas hésité? Vous avez suivi le conseil? Non, je n'ai pas hésité, parce que adage Bambara le dit, et donc il ne faut pas être trop têtu. Souvent, il faut les suivre, il faut les écouter, parce que ceux qui savent, on ne le sait pas. J'ai fini les HEP et tout de suite, j'ai eu mon premier stage à une société française qui venait de démarrer, le groupe Castel et Bramali, qui a acheté Soumalibo qui était là. Donc j'ai fait mon stage, mon premier stage à la Bramali. Et du coup, ils ont été intéressés par mon stage. Ils m'ont demandé est-ce que j'aimerais travailler avec eux. Pour nous situer dans le temps, ça c'est les années 88, 88. Ça c'est 88. J'ai commencé à travailler en 88. Donc après le stage, donc, ils m'ont recruté comme secrétaire de direction. Donc, j'étais au secrétariat. Donc, j'y ai passé 8 ans. Voilà. Ça, c'est dans le secteur privé, hein? C'est dans le secteur privé. Donc, mon oncle avait raison. Moi, je n'ai pas connu le chômage.